Et on attaque de suite cette deuxième partie d'événements sur la présentation des tendances du marché avec Pierre-Marie Blois. Pierre-Marie, bonjour. Bonjour Antoine, merci de votre invitation et bonne année aussi. Et très bonne année, il est encore temps exactement de se le souhaiter. Pierre-Marie, tu es administrateur Sportsora, tu es également pilote de ce magnifique guide des agences, 3e édition, guide des agences et prestataires. Tu as œuvré tout particulièrement à l'écriture donc des tendances du marché qui figurent dans cet ouvrage. Elles sont au nombre de 7. Oui. Et tu vas nous les présenter. Je vais vous les présenter rapidement pour chacune. Je donnerai trois idées clés, quelques chiffres et quelques exemples. La première, c'est évidemment les réseaux sociaux et les nouvelles interactions avec le public. C'est sans doute la tendance la plus installée aujourd'hui sur le marché. Elle est due à l'accélération de la digitalisation des relations entre les athlètes et leur public. Alors évidemment, on pense par exemple à la chaîne 100% Gaming de Gaël Monfils sur Twitch. On observe également que les athlètes eux-mêmes ont parfois plus de suiveurs que les organisations sportives. On en parlera d'ailleurs avec mon second invité tout à l'heure, Arthur Bernard. Et les détenteurs de droits, finalement, ont dû s'adapter ou réinventer leur stratégie éditoriale sur les réseaux sociaux en faisant un choix ciblé par plateforme. On ne dit pas la même chose sur LinkedIn, sur Twitter, sur Instagram, bien évidemment. Et cette diversification et ces nouveaux choix éditoriaux leur ont permis de développer leur écosystème économique et marketing, leur inventaire, et de créer de nouveaux leviers de business. On avait reçu d'ailleurs à ce titre Maxime Lebessou de Sport5 qui nous avait parlé de la stratégie du Borussia Dortmund sur Instagram. Cette stratégie leur avait permis de lever un nouveau partenaire majeur, et c'est très intéressant. Et puis, il y a un exemple parlant autour de cette tendance, c'est l'explosion de la plateforme TikTok. Exactement, qu'on avait reçu le même jour. Exactement, qu'on avait reçu le même jour. Ils sont très rares, on les avait eus avec beaucoup de plaisir. TikTok, évidemment, la plateforme qui a vocation à devenir la plateforme de divertissement numéro 1 dans le monde, qui répond elle-même à une grammaire bien particulière. Ils nous en avaient d'ailleurs parlé, et c'est une plateforme qui a signé avec les plus grands détenteurs de droits, qu'ils soient nationaux ou internationaux. On pense à l'UEFA, on pense à la CAF très récemment, ou la LFP bien évidemment. On enchaîne avec la tendance qui concerne le e-commerce et le social commerce, et sans doute la tendance qui a le plus de potentiel économique. Pourquoi ? Parce que dans la période de pandémie, les ventes de e-commerce ont progressé de 24% en 2020 versus 2019, ce qui représente 5 milliards de dollars en volume, c'est considérable. Aujourd'hui, 65% des intentions d'achat se font en ligne. Et dernière donnée intéressante, Nike, en 2021, a déclaré avoir 3 ans d'avance sur son plan de développement de sa plateforme e-commerce. C'est là aussi une information très importante. Ce développement e-commerce pousse aussi les détenteurs de droits à développer une véritable politique de merchandising en y intégrant une vraie infrastructure technologique pour fidéliser les clients, pour créer en somme une vraie ligne de revenus sur cette partie merchandising à l'intérieur d'une politique commerciale globale, B2B et B2C, extrêmement mieux structurée. En tout cas, on appelle ça de nos voeux. Pourquoi ? Parce qu'une vraie politique de merchandising adossée à une plateforme technologique de e-commerce permet de récolter de la data dont les annonceurs sont extrêmement friands et qui, là aussi, permet à ces détenteurs de droits d'être plus attractifs pour les annonceurs. Enfin, qui dit plateforme e-commerce dit expérience client renouvelée et nouvelle plateforme de e-commerce pour les détenteurs de droits qui en ont développé beaucoup en 2020 et en 2021. Ça devrait encore bouger avec le social commerce qui commence à émerger, ce qui représente déjà 10% des achats en Chine. Alors le social commerce, c'est quoi ? C'est la vente par un influenceur d'un produit. C'est une sorte de téléachat virtuel. Ça marche très bien. C'est la fonction Shop Now qu'on a par exemple aujourd'hui sur Instagram. Et dernier point qui pourrait être intéressant d'observer, c'est l'avènement du métavers et d'une nouvelle ligne de revenus qu'on appelle le V-commerce, qui sera sans doute aussi à observer dans les prochains mois. Troisième tendance, Pierre-Marie, celle de l'éclatement des modèles de diffusion dans le sport. Oui, en gros, c'est la tendance média, c'est sans doute celle qui est le plus suivie, en tout cas celle avec le plus d'intérêt par les organisations sportives. On observe une tendance baissière sur les grands droits médias. Il y a encore des droits médias premium en jeu. On pense au match de l'équipe de France de football. Il y a aussi des détenteurs de droits qui n'ont pas réussi à signer des contrats qui exposaient plus leurs produits que lors des tours précédents. C'est un écosystème complexe, que l'écosystème des médias, car il est fragmenté autour de la distribution du sport
On a à la fois des détenteurs de droits en direct qui diffusent des événements sportifs, des plateformes OTT, des plateformes de streaming, les réseaux sociaux, la télé bien évidemment, parfois même des annonceurs. On a eu l'exemple cette année avec BNP Paribas. Et puis il y a des bouleversements à venir. La fusion annoncée entre TF1 et M6 devrait rebattre certaines cartes et on y sera très attentif. Qui dit transformation, fragmentation de la distribution du sport, dit aussi transformation des modes de diffusion et de consommation du sport. Le streaming est en hausse de 78% en 2020 versus 2019, c'est considérable. Et dans la génération Z, qu'on appelle comme ça, cette génération regarde 3 fois plus de streaming que la télévision classique. Là aussi, ça appelle, selon nous, à remettre le fan au cœur de la stratégie des détenteurs de droits et des diffuseurs. La commission d'information de l'Assemblée nationale en a beaucoup parlé. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que tous les médias qui ont été reçus par cette commission, que ce soit Canal+, Sport en France, TF1, France TV, parlent toujours du fan et parlent quel est le comportement de ce fan. Et c'est en fonction de son comportement que j'investis ou pas sur une discipline sportive. Donc il faut en tenir compte. Et le fan a une consommation tellement fragmentée aussi de l'offre sportive que la distribution en devient elle-même très fragmentée. On appelle donc de nos voeux les détenteurs de droits à engager des stratégies plus omnicanales ou plus directes en fonction des fans. Quatrième tendance que tu vas nous présenter, je la reprends mot pour mot, hein. Marketing inclusif, marketing durable, marketing de contenu, marketing de sens, bref, marketing sportif. Oui, alors c'est sans doute la tendance la plus discutée, la plus analysée, la plus importante aussi, parce qu'elle appelle de la responsabilité de chacun. On la résume parfois en d'autres termes. On parle d'impact, on parle de labellisation des entreprises, on parle de raison d'être, on parle de société à mission. Bref, ce qu'on observe, c'est que dans l'immense majorité des cas, il y a de ce qu'on appelle la RSE, ou en tout cas de la responsabilité dans tous les partenariats sportifs. Sportsora a été pionnier en la matière, en créant des groupes de travail dédiés déjà depuis de nombreuses années. Des marques aussi françaises sont très impliquées dans cette logique, que ce soit Decathlon, la Maïf. Il y a aussi des détenteurs de droits comme Paris 2024 qui a piloté toute sa stratégie de l'offre en fonction de l'engagement responsable. Et cette évolution appelle une nouvelle offre d'agences. On a des nouvelles agences plus spécialisées en RSE qui aujourd'hui intègrent l'écosystème du sport business. Ça implique aussi du recrutement différent à l'intérieur des agences. On a des experts RSE aujourd'hui dans les agences, dans les départements marketing des agences. Et aussi, on a une nouvelle relation des départements commerciaux au sein de ces agences ou au sein des détenteurs de droits qui parlent de plus en plus avec les départements RSE des grands groupes, en plus des directions marketing et des directions de la communication. Et ça aussi, c'est une évolution. On estime que aussi, on pense chez Sportsora que le sport est la valeur cardinale parce qu'elle est capable de traiter différents sujets. Elle parle de diversité, d'égalité des chances, d'égalité des genres, d'inclusion, d'environnement. Et ça aussi, c'est extrêmement important et on estime que le sport peut être porté comme une valeur cardinale. Enfin, l'exigence du public a évolué dans le cadre de cette tendance. 24% de la génération Z, encore elle, veut savoir comment une entreprise est organisée pour produire ses produits avant d'acheter. Et 66% de cette génération se dit prête à boycotter des événements sportifs s'ils ne respectent pas un certain nombre de critères responsables. Enfin, on s'aperçoit aussi que des fonds d'investissement dits activistes deviennent de plus en plus surveillent de plus en plus les questions et les critères ESG, qu'on appelle ESG, et ça aussi c'est une véritable évolution. Ce qui me permet d'enchaîner sur la tendance qui concerne les fonds d'investissement, qui est celle qui est sans doute la plus symptomatique de notre époque, puisque l'idée est d'altérer l'aléa sportif et de le conjuguer avec une performance financière plus importante. On observe donc l'augmentation de la présence de sociétés de capital investissement dans le sport et dans son économie. Ça a commencé avec le championnat du monde de MotoGP, la Formule 1, puis des clubs qui sont devenus des conglomérats, je pense à City Football Group, et les ligues qui sont en discussion ou qui ont déjà signé avec des fonds d'investissement. Les raisons de l'arrivée de ces fonds ou de ces sociétés de capital investissement sont multiples. Faible financiarisation
du sport français avec une capitale encore très traditionnelle, des manques de capitaux bien évidemment, parce que la performance aussi marketing et économique coûte de plus en plus cher aux détenteurs de droits, les effets de la crise bien évidemment, et parce qu'il y a également des liquidités abondantes sur le marché qui créent des opportunités. L'idée de l'arrivée de ces fonds d'investissement est de concurrencer les entreprises de divertissement dans son ensemble pour faire progresser le produit. Ces fonds d'investissement estiment qu'il y a des marges de progression extrêmement importantes par sport. On pense au rugby et la Six Nations. Ils pensaient qu'il y avait des améliorations à faire sur les modes de diffusion, sur le calendrier bien évidemment. Il y a des marges de progression énormes aussi sur les droits TV à l'international de la Ligue 1. C'est très intéressant de noter également que ces fonds d'investissement sont impliqués dans le fléchage des sommes. Les montants qui seront investis ne devront pas aller uniquement à l'amélioration des conditions salariales des joueurs ou des indemnités de transfert, mais l'idée est d'améliorer les infrastructures technologiques, les infrastructures immobilières pour que le produit vale plus cher à la fin. On peut se poser évidemment, pour finir, la question de savoir si un nouveau modèle d'agence va émerger du fait de cette tendance-là. Ce n'est pas le rôle des fonds que de faire progresser un produit au niveau marketing. Ce n'est pas non plus l'héritage des agences, dont on peut aussi se dire, est-ce qu'elles ont encore tous les moyens de relever ces immenses défis? Je pense que oui, il faudra qu'elles évoluent vers une connaissance et une maîtrise de la data plus importante. On pourra aussi se poser la question de l'arrivée des agences de ad-tech sur le sujet qui sans doute permettront aux fonds d'investissement de remplir leurs objectifs. Sans transition, 6e et avant-dernière tendance, l'avènement du virtuel poussé par la technologie. Alors oui, tu as changé un petit peu l'ordre, c'est pas grave. On va commencer par celle-ci. On va de toute façon la traiter avec notre premier invité. Le virtuel, 3 idées. Je vais aller très vite là-dessus. C'est une augmentation de la dématérialisation des relations aux organisations sportives du fait de la distanciation sociale. Évidemment, on a tous vu que tous les événements, ou beaucoup des événements, ont été organisés en virtuel ou en hybride. Je crois qu'on est arrivé un peu tous au bout de l'histoire. On en a un peu marre. On voit d'ailleurs que les capitalisations boursières de Zoom, de Peloton ou aussi de Netflix commencent un petit peu à se tasser parce que on est sans doute au bout de l'histoire, comme je l'ai dit. Deuxième idée, des solutions d'incrustation virtuelle ont émergé aussi et émergent de plus en plus pour avoir une expérience plus aboutie lors des diffusions sportives. Je vous en renvoie à une vidéo récente de la semaine dernière de l'agence Famous Group aux US qui, en partenariat avec CBS et Nickelodeon, ont fait une incrustation virtuelle extrêmement intéressante à suivre, c'est sans doute l'avenir. Et puis, pour finir, il y a aussi de nouveaux outils qui ont émergé, des nouveaux outils d'exploitation de la valeur du sport, avec les NFT, la crypto, l'avènement de Sorare et de Socios. On en parlera avec Charles Kremer tout à l'heure, plus en détail. Et puis enfin, la dernière tendance, c'est celle des athlètes ambassadeurs investisseurs. Là, on en parlera avec Arthur Bernard. Aujourd'hui, on observe que ces athlètes investissent au-delà du triptyque traditionnel immobilier, assurance vie, restauration pour investir dans les startups. Il y a des exemples de plus en plus parlants, notamment sur le marché français, avec Parker qui a été un pionnier à nouveau, puis Griezmann, du Sautoir, on en parlera avec Arthur. Et ces investissements-là sont intéressants parce qu'ils viennent amplifier leur prise de parole dans le sport sur des sujets beaucoup plus sociétaux, notamment dans les investissements faits dans les sociétés à impact. On y reviendra à nouveau tout à l'heure. Merci beaucoup Pierre-Marie pour cette présentation détaillée, concise, efficace. Je le rappelle, ces tendances sont à retrouver dans le détail dans la 3e édition du guide des agences et prestataires. Il est téléchargeable gratuitement sur notre site internet.